s'adresse aux professionnels de santé. On n'est pas une porte d'entrée usagée, mais on permet du coup à des professionnels de santé, sociaux, médico-sociaux, de les appuyer dans la coordination autour des situations. Donc on aide vraiment les professionnels pour du coup améliorer les parcours de santé sur l'ensemble du département du Cher. Voilà. Merci. Voilà, moi je suis Sylvaine Ramon, j'interviens pour l'association Victorine où on fait des ateliers pour la prévention primaire sur tout le territoire du Cher et en particulier des ateliers sur la e-santé et sur la pharmacie. Et dans cette thématique-là, dans ces ateliers, on recueille sur tout le département des témoignages d'usagers, en particulier qui concernent la téléconsultation, c'est-à-dire la consultation de l'usager, du patient, directement avec une cabine. Et ces cabines existent sur le territoire. Et je suis désolée de constater que M. Moulin, qui s'en va, n'a donné un avis sur la téléconsultation qu'un avis personnel. Est-ce que dans le SAS, on ne pourrait pas imaginer, dans l'orientation, le conseil aux usagers, qu'il y ait une orientation pour certains cas vers les téléconsultations qui sont particulièrement bien installés dans les pharmacies avec des outils de e-santé qui permettent des mesures. Hein, on n'est pas sur une téléconsultation par Internet. Est-ce que ça ne doit pas faire partie d'une offre, d'un accès, d'un service d'accès aux soins? Je vous remercie d'avoir fait foirer mon départ à l'anglaise. Du coup, c'est l'occasion de dire que... Approchez-vous. Approchez-vous. C'est bon. Je suis désolé, je vais devoir vous quitter. Vous m'entendez pas là? Si? Non? Bon. Approchez-vous bien. Est-ce que vous m'entendez? Je suis désolé, je voulais partir parce que je dois partir. Sur effectivement cette question, c'est effectivement important et ça peut être utile puisque quand je parlais des différentes solutions qui s'offraient à nous, la télémédecine en fait partie. C'est pas la panacée pour tout, mais sur des soins non programmés, urgents, ça peut être une partie de la réponse. Comme je disais tout à l'heure, il n'est pas question de caler, et le ministre l'a encore dit, enfin l'a dit pour la première fois cette semaine en disant qu'il n'était pas question de caler un modèle de SAS dans chaque département, mais qu'il fallait le construire ensemble. Je vous disais, on est en train de construire déjà depuis plusieurs mois un modèle, et justement, un travail qu'on est en train de mener actuellement avec Geoffroy, justement, c'est d'essayer de repérer et de faire une cartographie des lieux de télécabine, puisqu'en fait, pour information, pour installer une télécabine, vous n'avez pas besoin d'autorisation de l'agence. Donc en fait, nous on apprend par-ci, par-là, et c'est tant mieux qu'elle s'installe, mais on n'a pas de cartographie. Donc une fois qu'on a une cartographie des télécabines, des CPTS, des MSP, l'idée c'est de voir quelle offre on peut proposer aussi au centre 15 pour orienter les demandes du SAS. Donc oui, pour moi, c'est quand je dis pour moi, c'est même plus largement, en tout cas pour l'agence, c'est une modalité de réponse aux soins non programmés qui vient s'ajouter à celle que nous, on peut créer vraiment en termes de professionnels du département. Voilà. Merci, et puis bonne journée à vous. Merci. Alors, je voudrais rebondir sur les problèmes de téléconsultation. J'en ai parlé tout à l'heure, mais je vais y revenir, je vais essayer d'être bref. 3 temps dans une téléconsultation: le temps préalable administratif, le temps médical à proprement parler et le temps après consultation. Actuellement, les télécabines ne remplissent pas, ne permettent pas de remplir les conditions nécessaires pour échapper au temps administratif préalable. Ça veut dire que quand vous entrez dans une télécabine, si vous n'êtes pas correctement cortiqué, muni d'un smartphone, etc., et bien compétent physiquement, vous n'arriverez jamais à vous connecter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que la téléconsultation soit assistée. Ensuite, il faut, alors pharmacie, ça peut être aussi un infirmier, lequel peut se déplacer en EHPAD. Il faut donc un outil adapté. Ensuite, il faut que l'outil soit interfacé avec nos logiciels métiers. Là, on travaille sur notre ordinateur, notre cabinet. Il faut copier-coller sur le logiciel de téléconsultation pour toutes les informations. On n'arrête pas
de naviguer de l'un à l'autre. Il y a intérêt à ce que la téléconsultation soit simple, sinon on n'y arrive pas. Et enfin, après, une fois finie la téléconsultation, il y a toute l'étape administrative du règlement par obligatoire, reste à charge, les différents cas de figure, accident de travail, ALD, C2S, tout ça. Normalement, il faut que l'outil soit parfaitement adapté aux conditions réelles. Ça, c'est une procédure de co-développement ou de co-construction qu'on a entamée avec la caisse primaire d'assurance maladie et un industriel, mais qui se fait tirer les oreilles parce que il y a cher de développement. C'est-à-dire, voilà, l'outil ne correspond pas aux besoins. Télémédecine, il n'y en a plus. Parce que ça ne marche pas. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Et on a listé tout ce qui n'allait pas. On lève quelques obstacles. Mais pour avoir une téléconsultation efficace, ce sera une téléconsultation assistée et de proximité. Pourquoi? Parce qu'il faut que les médecins, et là on ne se regroupe pas au niveau de l'inter-CPTS, au niveau départemental, il faut qu'on ait une qualité de médecine derrière. On ne va pas faire la téléconsultation avec un médecin qui est sur une plateforme située on ne sait pas où et diplômé du Turkménistan. On n'y arrive pas. L'ordre des médecins ne valide pas partout. Il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas vérifiables. Sincèrement, les télécabines qui sont installées en pharmacie sont des consultations. Enfin, Madame Senson peut répondre, voilà. Et aussi parler de l'espace santé, qui est un moyen de dépasser l'interopérabilité qui n'avance pas. Alors, au niveau télémédecine, c'est vrai que c'est un sujet très vaste et très, très important. Je pense qu'il faut vraiment y aller, effectivement, essayer de mettre en place une organisation la meilleure possible, parce qu'effectivement, il peut y avoir, enfin, il y a eu des dérives. Actuellement, c'est un peu le Far West, il faut le dire, au niveau d'un certain nombre de téléconsultations proposées par des plateformes vraiment à but lucratif, très lucratifs, qui sont installés principalement dans la région parisienne ou dans le sud de la France. Donc il faut effectivement remettre de l'ordre dans tout cela. Donc actuellement, concernant l'accord national des centres de santé, justement, il y a donc maintenant un avenant qui vient d'être créé, qui dit que toutes les plateformes, enfin tout ce qui fonctionne comme un centre de santé doit être donc conventionné avec l'assurance maladie, et qu'ils doivent répondre aux attendus de la charte concernant la télémédecine, c'est-à-dire que donc ils ne pourront pas faire plus de 20% des actes en téléconsultation. Il faudra aussi qu'ils fassent du présentiel. Donc il faudra qu'ils fonctionnent réellement comme des centres de santé. Ça ne pourra plus être que des plateformes de téléconsultation. Et effectivement, je pense que ce qui est plus favorable à la population, c'est quand même d'essayer de trouver des solutions plutôt de téléconsultation assistée, effectivement, de proximité. L'idéal, c'est que les consultations soient réalisées quand même par le médecin traitant qui connaît bien, ou par le médecin qui consulte régulièrement le patient et donc qui connaît bien son patient. Après, il peut y avoir ponctuellement, et notamment sur les télé-expertises, donc effectivement, recours à des médecins de second recours qui sont installés dans d'autres départements, dans la région ou ailleurs. Mais sur le premier recours, je pense qu'on a tout intérêt quand même à essayer de trouver des solutions plutôt locales, voire régionales. Voilà, donc on est plutôt sur ce raisonnement-là actuellement, et on avance progressivement. Donc ce projet est intéressant, le projet de la CPTS de Bourges. Donc on y réfléchit ensemble, on essaye de trouver des solutions, effectivement. Et après, donc, il y aura d'autres choses. Ce qui est proposé par les pharmaciens, ça peut être intéressant, mais attention, effectivement, à quels sont les médecins qui sont sollicités dans ce cadre-là. Est-ce que c'est des plateformes vraiment qui se situent on ne sait où. Il y a eu des dérives, des plateformes qui se situaient en Angleterre, des plateformes, on a eu récemment une histoire avec des ophtalmologues qui consultaient en Grèce, qui téléconsultaient en Grèce. Donc il y a des dérives vraiment très importantes, et donc il faut faire attention à tout cela.
Bon, l'heure a tourné, les débats ont été riches. Voilà, nous allons devoir conclure. En revanche, il y aura le pot de l'amitié, donc vous pourrez continuer à éventuellement interpeller les intervenants ou discuter. Je passe la parole à Dominique Tallant pour la conclusion de notre colloque. Oui, donc au nom du comité départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, je remercie tous les intervenants pour la qualité de leurs prestations et vous tous pour votre participation à cet après-midi. Compte tenu de tous ces constats, c'est dans notre intérêt de préparer notre vieillesse, c'est-à-dire de miser sur nos meilleurs atouts. On vieillit comme on peut, mais aussi comme on veut. Mais il est important d'anticiper les âges à venir. Que pense-t-on du terme « bien vieillir » ? Est-ce une façon très optimiste de parler du vieillissement ? Estime-t-on que plus on anticipe, mieux on profitera de la vie ? On est nombreux à se demander comment préparer sa vieillesse, mieux vivre le plus longtemps possible et principalement comment anticiper et se protéger de la perte d'autonomie si elle survient. Dans la mesure du possible, il faut rester actif physiquement et stimuler son cerveau. Si la perte d'autonomie est dans la plupart des cas inévitable, il existe de nombreux moyens de prévention pour au moins la retarder. D'autre part, il est important de connaître toutes les mesures à mettre en place pour assurer sa protection une fois que la dépendance survient. Outre la nécessité de prévenir et de retarder la perte d'autonomie, il est essentiel de mettre en place des mesures destinées à protéger la personne âgée une fois dépendante, lorsqu'elle ne dispose plus de la capacité de gérer ses affaires seule, d'exprimer ses volontés. Ces mesures sont autant juridiques que financières. Ce sera le thème de notre prochain colloque en 2023, en abordant les aides financières, le mandat de protection future, la protection juridique, les directives anticipées, etc. Mais le plus important, vieillissons bien vivants et préparons notre vieillesse en misant sur nos meilleurs atouts. Merci. Mais avant de nous donner rendez-vous pour 2023, nous vous invitons, comme l'a dit Elisabeth tout à l'heure, à partager un moment de convivialité. Merci à vous tous de nous avoir soutenus dans ce colloque.